monde, Fred Savard avec vous, mais je ne suis pas seul. Mathieu Bellil, bonjour. Bonjour Fred. Alors, on est le 18 septembre, et là, les gens se disent, mon Dieu, est-ce que c'est le début de la saison 4? Non, ce n'est pas le début de la saison 4. La saison 4, elle va commencer le 2 octobre, mais c'est la fin de la saison estivale de la balado. Je pense qu'on peut le dire comme ça. J'avais ouvert cet espace-là à la communauté. C'est devenu une saison comme à Radio-Canada ou à TVA, les émissions d'été. Oui, c'est ça. Et vous allez terminer ça, Mathieu Bellil. Et là, attention, avec pas un épisode, pas deux, pas trois, mais 4 épisodes. C'est le festival Mathieu Bellil pour terminer l'été. Et là, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, parce que vous m'aviez dit, hey Fred, moi j'aimerais ça faire un épisode. Là, je me dis, il va faire 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Non, mais ça me fait rire parce que je pense à quand je fais à manger, puis quand je sers des portions aux gens, les gens ils me disent, je vais en prendre une petite, puis j'arrive toujours avec une assiette 2 fois trop grosse, puis avec des restants. Ben, je suis comme ça, Fred. Hein, je pense que vous commencez à me connaître, là. Hein? Je suis pas du genre à... Je suis du genre à m'éterniser un petit peu. Ben non, mais c'est correct, la balado le permet. Donc, ça va donner 3h30 de matériel. C'est ça. On a séparé ça, donc, et là, on va les mettre disponibles les 4. Oui. Vous écoutez la balado, donc vous le savez, mais ça ne sera pas 4 épisodes successifs. Les 4 sont là, ils sont séparés. C'est 4 enregistrements. C'est ça. Séparés. C'est ça. On peut les écouter indépendamment, mais on a décidé de les mettre pour faire c'est devenu un mini-festival, parce que ce sera les derniers épisodes avant le début de la saison 4. Vous y serez, d'ailleurs. Ben oui, Mathieu avec Bellil. grand plaisir. Très, très hâte à cette nouvelle saison. Ouais. Puis, Fred, là, je vous le dis, là, mais c'est un rêve qui se réalise pour moi. Moi, je vis dans un rêve. Là. Je suis assis devant Fred Savard, dans une salle à manger. En plus, on est en vrai. Oui. Hein, oui. Ça, c'est... oui, ça, c'est la première fois. Troublant, là. C'est la première fois. Toute la saison 3, on le fait à distance. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Oui, je suis comme le premier, pratiquement, à venir m'asseoir devant vous, dans cette belle maison. Oui. Puis, non, je suis en rêve, je suis sérieux, c'est un vieux rêve de jeunesse. Hein. Ah, j'aimerais ça un jour faire de la radio. Ouais. Et là, non seulement, vous m'avez ouvert grand la porte, puis vous l'avez ouverte à plein de gens. Oui. Puis ça, je trouve ça honnêtement assez formidable. Moi, je me dis, ça, c'est quelqu'un qui croit à son affaire, qui croit à la liberté, à la communauté. La communauté. Et ça a donné des choses vraiment intelligentes cet été. Hein? Des épisodes étonnants. Oui. Ça allait dans tout. Les Soviétiques, hein, quand même. Tu sais, là, moi, j'adorais ça. Vous savez que j'avais un vieil ami sur le plateau qui collectionnait les bustes de Lénine et qui avait des drapeaux de l'URSS dans son salon. Mais ça, dans les années 90... Il y en avait plusieurs. Oui. C'était à la mode. Ben, en fait, c'est qu'avec le démantèlement de l'Empire, ça a été la grande liquidation. C'était le début d'Internet. C'était facile. En tout cas. Bon, là, Mathieu, vous m'avez confié, puis là, je sais que ça va paraître un peu... je fais mon autopromotion. Vous avez trouvé ça difficile d'animer? Oui. Oui. Des épisodes. Vous n'êtes pas le premier, hein? Il y en a plusieurs cet été qui m'ont dit ça. C'est un métier. C'est un vrai métier, Fred. Et donc, c'est de trouver le bon ton, la bonne manière, le bon rythme. Et puis, non, j'ai pas trouvé ça évident au début. Puis à un moment donné, je me suis comme juste dit, bon, je vais laisser comme la place à l'invité. Oui. C'est bête, c'est niaiseux. Oui. Mais puis je vais pas essayer de rendre ça. Vous n'allez pas faire votre Stéphane Bureau. Ben là, qu'est-ce que je voulais dire par là? Parce que là, Stéphane Bureau, il est où? Il est rendu où, Stéphane? Il est retourné aux États-Unis. Mais de toute façon, le but de ces épisodes, ce n'est pas de parler. Non, mais en fait, si vous entendez par là que je me fais plaisir en pensant que je m'en vais, donc je mets j'y mets toute la gomme. J'invite des gens peu recommandables. Non, c'est pas ça. Non, mais blague à part, c'est une perte. Moi, je trouve ça décevant. C'est quelqu'un... Tu sais, il y a aussi une chose qu'on oublie, c'est que parfois, quand on prend le risque d'avoir des gens qui pensent, des fois, ça donne des super résultats. Des fois, ça en donne des moins bons. Ben, prendre des risques. Tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter cette... Ben oui, voilà. Ça arrive. Non, c'est peut-être pas le bon terme. Des fois, on se trompe, mais parfois, ça peut choquer. Parfois, ça va trop loin. Bon. Oui. Mais vous savez, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, Fred. Hein? Prendre la parole, c'est courir le risque de choquer quelqu'un. Tout à fait. Surtout en ces temps où le ressenti est devenu si important, en tout cas. Bon, là, Mathieu Bellil, parlons de vos 4 épisodes qu'on met en ligne aujourd'hui. Alors, j'ai invité 4 essayistes. Je sais que vous êtes un grand lecteur d'essais. Oui. Je sais aussi que les auditeurs, les auditrices aiment beaucoup les discussions d'idées. Donc, j'ai pris des connus, des moins connus. 2 hommes, 2 femmes. Je suis un être très paritaire. Bravo, je suis très fier de moi. Puis, c'est des gens qui ont publié un livre dans la dernière année et demie.
Pas toujours directement relié à l'actualité d'ailleurs. On s'en va ailleurs. Ouais. C'est vraiment ça. Puis ils nous amènent dans leur univers. Parfois, c'est un univers très intime. Oui. Presque secret. Parfois, c'est des questions plus sociales, politiques. Beaucoup de livres aussi. Hein? Vous allez voir, là. Vous connaissez-vous André Bello, Fred? André Bello, ça a été un prof à l'UQAM. Il y a une anecdote très célèbre parce que c'était vraiment un gars un peu bourru, un spécialiste de Rabelais. Puis à un moment donné, j'ai un de mes amis qui l'avait rencontré dans un ascenseur à l'UQAM. Puis à un moment donné, alors il voit André Bello sortir de l'ascenseur. Puis il se rend compte qu'il n'est pas sur le bon étage. Puis il dit « Ah, tabarnak! » Puis là, il rentre dans l'ascenseur. C'était vraiment un personnage. Mais il y avait quelque chose qui... Donc, qui est à la retraite aujourd'hui. Qui est décédé. Hélas. Qui est décédé, mon Dieu. Okay. Ben, c'est une retraite éternelle. On peut dire ça comme ça, oui. D'ailleurs, dans le ciel des idées. Hein, avec Platon. Avec Platon, bien entendu. Mais il disait une phrase qui m'a beaucoup marqué puis qui est un peu au cœur du livre Bienvenue au pays de la Verdinaire que j'avais écrit. C'est « Au Québec, c'est la culture qui est obscène. » Et ce qu'il voulait dire, puis c'est une petite phrase toute simple, puis ce qu'il veut dire par là, c'est « Au Québec, ce qui est gênant, c'est pas d'être inculte. C'est d'être cultivé et de le montrer. » Et souvent, vous avez sûrement vécu ça à un moment donné, faut souvent, quand on aime les livres, quand on aime les idées, faut faire semblant d'en connaître moins, faire semblant de ne pas le savoir, d'avoir rien lu, sous peine d'être accusé de snobisme. Puis Jérémy McEwen, qui est un des 4 que j'invite, écrit justement dans son essai « Pays barbare ». Oui, que j'ai débuté cette semaine. Super intéressant. Écoutez, alors, il dit un truc, hein, il dit au Québec, les incultes sont fiers. OK? Il manque terriblement de couleurs dans la pensée au Québec, écrit-il, de texture, de point de fuite. Il manque d'art dans nos conceptions du monde. La révolution tranquille du monde intellectuel n'a pas encore eu lieu. Elle commence à peine, en fait, alors que trop de profs et d'érudits se replient sur eux-mêmes dans les champs de spécialisation, complètement déconnectés des enjeux pressants de notre destin national. Et je mets fin à la citation. Mais au fond, Fred, je suis assez d'accord avec ce constat-là. Ce que j'ai voulu faire à ma modeste mesure, c'est donner la voix justement à des gens qui la font, cette révolution tranquille intellectuelle. Parlons des 4. Alors, j'ai parlé de McEwen, j'y reviens dans un instant. La première, c'est Melika Abdelmoumen, romancière, essayiste, avec qui je vais parler de son dernier livre, qui est paru en 2018, 12 ans en France. Elle parle des 12 années où elle a vécu en France. Et aussi d'un spectacle qui sort dans les prochains jours au Katsu, qui s'appelle Baldwin, Styron et moi. Oui, j'ai vu les pubs. Oui, c'est ça, avec Émile Proulx-Cloutier, il y a Elkanah Talbi, Linz Dentiste. C'est dans le fond de réflexion. Alors, Baldwin, Styron, c'est 2 écrivains américains. Baldwin, afro-américain. Styron, un film sur lui, I'm Not Your Negro, je crois. Exactement, de Raoul Peck. Qui est extraordinaire. Ben, c'est ça. C'est un personnage extraordinaire. Puis, alors, Melika, à partir de ce spectacle, qui va devenir un essai, qui va paraître chez Mémoire d'Encrier, elle réfléchit à des questions assez brûlantes, comme la question de la diversité, de l'appropriation culturelle. Je pense aussi, et puis vous allez voir, c'est très, très provoquant, mais au bon sens du mot, c'est-à-dire qu'elle nous fait réfléchir aussi au problème qui est qu'on a une tendance actuellement à donner à tout le monde une petite case identitaire depuis laquelle on parle. La personne racisée doit parler de sujets racisés. La personne blanche doit parler de sujets blancs. Ou doit se taire. Oui, c'est ça. Alors, l'homme, la femme, et elle dit, au fond, il faut un peu sortir à un moment donné de cette logique-là qui nous enferme. Deuxième invité, Maxime Decoux, prof de littérature à l'Université d'Aix-en-Provence. Chanceux, quand même. Qui est passé, d'ailleurs, de l'Université de Lille, tout au nord, grisounet pas mal, et humide, à Aix-en-Provence. Écoutez, un beau progrès. Très bon move. Alors, il nous parle depuis son salon de Lyon, où il va nous parler, en fait, de son plus récent livre paru dans la collection Paradoxe des éditions de Minuit. Ça, c'est une collection vraiment assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Pierre Bayard, mais Pierre Bayard, moi je suis un grand fan. Pierre Bayard, c'est Fred, vous avez lu quoi de... Ben oui, c'est ça. Comment faire parler des faits qui ne se sont pas produits. Ça traîne sur le bureau de ma conjointe, mon amoureuse, qui est en train de le lire et qui m'a dit « Je te le prête tout de suite après ». Bon, ben alors alors vous avez peut-être déjà vu passer aussi comment parler des livres qu'on n'a pas jamais lus. Oui, j'ai lu. D'ailleurs, c'est dans ce livre-là que j'ai laissé tomber la culpabilité de ne pas finir un livre. Parce que j'avais cette pudeur-là de me dire je vais le finir, même si c'est vrai. Et maintenant,
je ne termine aucun livre. Non, c'est pas vrai. mais à un moment donné, puis des fois, le livre m'a intéressé énormément. Puis des fois, il reste 30 pages, puis j'arrête. Tu dis correct. Ouais. J'ai eu ce que j'avais. J'ai eu ce qu'il me fallait. Grâce à Pierre Bayard. Mais Pierre Bayard, c'est intéressant parce que Maxime Decoux est dans la même collection, puis il fait un peu le même travail avec un humour un peu pince sans rire. Ouais. Alors là, il nous sort un livre qui s'appelle Éloge du mauvais lecteur. Wow. Alors, ouais. Puis c'est vraiment assez amusant, c'est érudit, c'est plein de références. Puis en même temps, il nous donne presque un cours sur l'art de mal lire. Puis il nous dit, tu sais, des trucs du genre... alors, lui aussi, il nous déculpabilise, mais il montre en fait que mal lire, c'est souvent lire comme l'autre lit. C'est-à-dire, on a tendance à regarder les autres et dire, ils n'ont pas bien compris le livre, ils n'ont pas bien lu. Puis il nous dit, en fait, mal lire, ça fait partie de lire. Ah ouais. Alors, puis des fois, par exemple, il raconte l'anecdote de Balzac qui lit un roman du grand Stendhal, La Chartreuse de Parme. Puis Balzac écrit une lettre à Stendhal pour lui expliquer comment il a mal écrit son livre et comment il aurait dû l'écrire. Puis en fait, c'est tout ça, évidemment, très courtois et cordial. Mais alors, c'est très intéressant. Troisième invité, c'est Jérémy McEwen qui publie... alors, c'est l'auteur de Philosophie du hip-hop. Oui. C'est un philosophe, chroniqueur bien connu. Un essai consacré à son père. Oui. Ouais. Jean McEwen, c'est un peintre un peu moins connu que la bande des automatistes. Parce qu'en fait, McEwen a un peu fait bande à part. Il a été très proche de Bordua, il a été proche de Riopelle, qu'il a rencontré à Paris. Il n'a pas signé. Ouais, et c'est l'homme du refus du refus. D'ailleurs, McEwen le qualifie de révolutionnaire réactionnaire. Alors, c'est assez intéressant. Je m'en viens comme ça, mon vieillissant, je pense. Oui, je pense qu'on vire tous un peu comme ça à un moment donné. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un livre... Alors, c'est pas un livre qui s'adresse à des spécialistes de l'art. C'est un livre qui parle d'art, bien sûr. Il y a même des reproductions des œuvres de son père. Mais c'est aussi un livre sur le rapport d'un fils à son père. Oui, parce qu'il l'a peu connu. Il l'a peu connu. Il est décédé en 1999. Donc, il n'était pas Jérémy avait 18 ans. À l'âge où tu te rebelles, un peu, où tu regardes ton père. Pour normalement revenir vers lui par la suite. Ce que Jérémy n'a pas pu faire. Non, et ce qu'il fait, en fait, à un moment assez charnière dans sa vie, il vient d'être père. Et là, c'est comme si c'était une manière aussi de raccommoder le fil en se disant, qu'est-ce que je garde de ce père-là? Jean McEwen, c'était un homme pas très politisé, mais qui était surtout, du coup, assez conservateur et pas très ouvert sur la question nationale québécoise, pas exactement. Et Jérémy, lui, c'est l'inverse. Il a pris les pancartes, il est allé pour le oui, mais qu'est-ce que je garde de mon père? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce qui a fait que je peux continuer? Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une question de filiation. Bon, en tout cas, c'est assez fascinant. Et on termine ça par Frédéric Bernier. Alors, Frédéric Bernier, qui est une essayiste qui a gagné un prix important cette année. En fait, c'était les prix du gouverneur général qui ont été 2020, mais qui ont été remis fin du printemps, parce qu'il y avait eu, comme à cause de la COVID, il y a un délai, pour un petit livre qui s'appelle Hantise, carnet de Frida Burns sur quelques morceaux de vie et de littérature. Alors ça, je viens de lire le titre. Alors, c'est un livre étrange, fascinant, qui est un hommage au livre, à la littérature, puis qui réfléchit à une question importante, celle de l'identité. Qui sommes-nous? Puis qui réfléchit d'une manière vraiment dégoûtante. Alors, la beauté de tout ça, Fred, c'est que les auditeurs peuvent écouter ça à leur rythme. Oui, voilà, séparément, parce que c'est ça qu'on a décidé, ce qui est devenu le festival Mathieu Bellil. Je suis jaloux, vous me gênez un parce petit que peu, ces quatre personnes-là, j'aurais aimé les recevoir à la saison 4. Ben là, c'est trop tard. Ben là, je pense non, mais vous les ramènerez? Ouais, ben non, mais je pourrais pas faire pourrais pas faire aussi bien que vous. Il y a plein d'autres. Ah là, arrêtez ça. Non, il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres essais, anyway, oui. Mais je pense que... Moi, j'ai pas écouté, là, je le dis pour les gens qui nous écoutent, j'ai pas écouté les épisodes encore. Bon. Vous êtes comme les gens qui nous écoutent. Vous voulez vivre la chose. Exactement. Comme... J'ai eu la confirmation de Larry, notre réalisateur, que c'est passionnant et excellent. Ah ben, c'est gentil. Et je suis en train de me dire que... Tu fais un travail formidable. Oui. Peut-être, Mathieu Bellil, grâce à vous, que je pourrais parfois être malade, que vous pourrez devenir le remplaçant, le Stéphane Garneau. Le substitut de Fred Savard, c'est écœurant. Ou pas. C'est ça, le Fred Savard des pauvres. Non, mais il va falloir, à un moment donné. J'ai un jeune enfant, je suis très occupé. Mais bon, je vais commencer par écouter les épisodes. Non, mais Fred,
on fait des blagues, là, mais c'est la balado de Fred Savard. Ben oui, mais quand même. Là. Non, mais je suis content d'ouvrir comme ça les portes et j'ai très hâte d'écouter ça. Donc, les épisodes... Merci de votre confiance. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes, évidemment. Les 4 épisodes, vous pourrez les écouter séparément. Puis nous, on va se retrouver dans 2 semaines. Évidemment, la semaine prochaine, je vais publier des vidéos. Il y aura une infolette qui va partir aussi parce que la campagne de financement va débuter en même temps que la saison. J'ai tellement confiance cette année. Ouais. C'est la 4e saison. J'ai pas commencé la campagne à l'avance comme les autres années. On a un objectif de 80 000 $ quand même. Oui, quand même. On verra. Évidemment, si on recueille moins, il y aura une saison quand même. Mais il y a... de toute façon, je vais te Je pense qu'on est capable. On va y arriver. Oui, mais je veux que tout le monde est payé à la balado. Je trouve ça vraiment important. Sauf les recherchistes pour l'instant. Et ça aussi, ça ferait partie, j'aimerais... qu'ils puissent... En fait, que la balado puisse se payer les services de recherchistes. Là, c'est des jeunes qui sortent des universités et qui veulent apprendre le métier de recherchiste. Puis je trouve ça cool que la balado fasse ça aussi. Ben oui, c'est une belle équipe. Puis on les a rencontrés. Là, on a une espèce de vivier de jeunes talents, mais j'aimerais que tout le monde soit payé. Donc, de toute façon, je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va aller écouter les épisodes du mini-festival Mathieu Bellil qui termine la saison estivale de la balado. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour la saison 4. Bonne semaine tout le monde, bonne écoute. Alors, bonjour Mélika Abdelmoumen. Allô Mathieu. Ça va bien? Ça va? Oui, ça va bien. Écoutez, merci d'être là. Puis merci de venir comme ça me rendre visite dans ma salle à manger. Qui est très belle, très spacieuse, très lumineuse, malgré qu'il fasse gris aujourd'hui. Ah, il fait très gris aujourd'hui. Mélika, je vous ai invité parce que je vous considère comme une voix essentielle dans la littérature québécoise. Merci. Une voix essentielle, je dirais à la fois par vos livres, mais aussi par vos interventions publiques, que ce soit à la radio, mais aussi depuis la dernière année, en particulier au Devoir. On a pu vous lire souvent. Dans un contexte de grande polarisation, vos textes sont souvent des baumes, des invitations à la discussion, au dialogue. Vous êtes quand même l'auteur de 7 romans, quand on fait un bilan. Le dégoût du bonheur, paru en 2001, donc il y a 20 ans. Victoria le vagabond, j'en nomme quelques-uns, ça c'est paru en 2008. Les désastrés en 2013. Vous êtes la nouvelle rédactrice en chef de Lettres québécoises. Félicitations. Merci. Alors, ça commence, c'est commencé? C'est commencé, c'est-à-dire que le numéro qui va paraître à la mi-septembre est le dernier numéro dirigé par Annabelle Moreau, qui était là depuis 5 ans, puis qui me remet les clés d'un bolide extraordinaire. Là. Elle a fait un travail formidable. Le premier numéro que moi, je vais diriger, c'est celui de décembre. Donc, on y travaille en ce moment, mais il va sortir en décembre. Formidable. Et puis, Mélika, ces jours-ci, donc les 27, 28 et 30 septembre, au Katsu, il va y avoir une lecture spectacle d'un texte que vous avez signé qui s'intitule Baldwin, Styron et moi. Donc, il fait référence à James Baldwin et William Styron, 2 écrivains américains. On va en parler un peu tout à l'heure. Et moi, donc, c'est un peu c'est le trio, avec des comédiens extraordinaires qui vont faire cette lecture au Katsu. Donc, Linz Dentiste, Émile Proulx-Cloutier et Elkana Talbi. Alors, c'est une très belle sélection. Le texte du spectacle va devenir un essai dont la parution est prévue en 2022 chez Mémoire d'Encrier. C'est bien ça? C'est ça. Écoutez, Mélika, nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a... c'est pas vrai. On se connaît depuis un certain temps quand même. Hein? L'eau a coulé sous les ponts. Mais la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2018. Vous aviez publié 12 ans en France, qui est un livre, une sorte de récit, bilan, de ces 12 années que vous avez passées là-bas et où vous revenez, entre autres, sur votre expérience de la France de Nicolas Sarkozy, à une époque où le discours du Front national exerce une grande influence sur les politiques. Un discours qui est en train, au fond, de se normaliser dans la mesure où Sarkozy lui-même en récupère de larges parties. Par exemple, il crée le ministère de l'identité nationale. C'est quand même assez impressionnant. Et il y a bien sûr une sorte de climat de terreur. Vous avez vécu les années des attentats, du Bataclan, du Stade de France, etc. Et dans Baldwin, Styron et moi, donc le texte de théâtre, mais qui va devenir un essai, bref, vous écrivez « Je suis passé », et là vous parlez du Québec, je suis passé d'un petit coin du monde paisible où il ne se passe pas grand-chose et où les tempêtes se déchaînent dans des verres d'eau, à une contrée pleine d'agitation et de fureur, la France. Le contraste était à ce point saisissant? Oui, disons que déjà, on passe d'un
territoire qui est malheureusement pas un pays. En fait, je dis malheureusement, je sais plus si je suis indépendantiste, c'est une autre question. Mais disons que je considère un peu le Québec comme mon pays, disons qu'il y a 8 millions d'habitants maintenant, et un pays où il y en a 68 millions. Hein? Donc, c'est sûr que déjà, dès le départ, il y a un choc. Le pays de 68 millions d'habitants est 4 fois ou 5 fois plus petit que celui de 8 millions. Donc, il y a ce choc-là déjà d'une part. Et la France, c'est aussi une ex-puissance coloniale qui a encore un peu de mal à vivre avec son propre rapport à cette histoire-là, qui est encore habitée par cette espèce de sentiment d'être le centre du monde et le centre du savoir. Et on le sent dans toutes sortes de choses. À l'époque où j'y étais, en plus, c'est l'époque de l'Union européenne, qui est une espèce d'union de dirigeants non élus, moi j'appelais une machine à broyer les pauvres et les pays pauvres, qui est une espèce de truc horrible. On voyait des gens qui traversent la mer pour venir se réfugier, puis qui meurent en chemin, d'autres qui sont récupérés par des bateaux. Aucun pays d'Europe veut laisser le bateau accoster. C'est des trucs comme ça là, que j'ai vus. Et le discours des hommes politiques comme Sarkozy, oui, mais comme d'autres, hein, Manuel Valls, sur les étrangers, sur les immigrés, sur les devoirs des réfugiés. Et donc, oui, une pensée d'extrême droite qui se répandait de plus en plus, qui était de plus en plus normalisée, ce que j'avais pas vu ici. Moi, je suis partie d'ici en 2005. Je pense qu'encore aujourd'hui, on est loin de la violence du discours dans ce coin-là de l'Europe, là, pas seulement en France. Mais donc, il y avait ce choc-là. Il y avait le choc d'être une Québécoise qui vient d'un petit territoire que personne connaît là-bas ou que tout le monde s'imagine connaître, qui a une espèce d'image de carte postale, le rapport un peu compliqué des Français et des Québécois ou des Québécois et des Français, parce que bien sûr, ça va dans les deux sens. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un choc, puis on a comme l'impression vraiment... Bon, évidemment, on n'oublie pas les attentats là, qui ont été vraiment un traumatisme, mais on en reparlera peut-être, même si personnellement, j'ai pas été touchée, ni mes proches, heureusement. C'est sûr que c'est un choc. C'est vraiment... J'avais l'impression d'être de la petite fille de la campagne qui s'en va dans la grande ville. Là. Il y avait un petit côté comme ça, là, même si je viens de Montréal. Et que vous établissez à Lyon. J'étais à Lyon, donc pas à Paris. J'allais régulièrement à Paris, mais j'habitais à Lyon, qui est quand même une grande ville, mais qui est un peu à la même échelle que Montréal, là, au niveau de la densité de la population. Mais où, je sais pas, moi, il y a encore ça, le GUD, des groupuscules d'extrême droite qui venaient casser les vitrines de la librairie anarchiste en bas dans mon immeuble. Des groupes de 15 gars cagoulés ou en tout cas des trucs d'une violence à laquelle j'étais vraiment pas habituée et que même je suis revenue ici depuis 2017 que j'ai pas vu ici non plus. C'est un peu comme si en France vous arrivez à une sorte d'endroit carrefour où des forces s'affrontent. Ah oui, on sent vraiment ça. On sent aussi que c'est un pays qui a été la cible d'attentats entre autres à cause de son attitude colonialiste arrogante, mais aussi parce que les personnes qui commettent les attentats sont des tarés. Là. Non, je ne les justifie d'aucune manière. Là. Bien sûr. Mais il y avait quand même une espèce d'histoire d'huile sur le feu dans un sens, puis dans l'autre, puis les uns par les autres. Puis on sentait vraiment ces tensions-là. C'est difficile à expliquer. J'en parlais avec des amis français qui vivent ici, parce que j'ai beaucoup d'amis français qui vivent ici maintenant. On ne sait pas comment l'expliquer à des gens qui n'ont pas vécu là-bas. On dirait que les mots sont trop courts. Il y a une formule que vous employez dans 12 ans en France. Vous parlez du festival de l'incertitude. Hein? Oui. À propos, entre autres, de cette peur qui vous a gagné progressivement de vous promener dans les grandes villes, dans les rues. Vous commencez à penser à votre parcours, par quelle rue vous allez passer, qu'est-ce qui pourrait se produire. C'est vrai que cette tension-là, elle nous est encore aujourd'hui au Québec, on pourrait dire heureusement, assez étrangère. Ah oui, non, c'était vraiment... Après, bon, je pense qu'il y a des gens qui ont dû réagir de manière moins extrême que moi, peut-être parce qu'ils avaient grandi là-bas puis que c'était moins nouveau pour eux. Mais par exemple, là, le procès pour les attentats du 13 novembre vient de commencer ou s'apprête à commencer et le visage de Salah Abdeslam apparaît beaucoup en ligne. Puis juste de revoir cette photo-là, ça me met dans tous mes états. C'est vraiment un choc, en fait. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Puis je l'ai vu apparaître sur mon fil ce matin encore, puis j'ai été
saisi. Puis bon, après, je me suis dit, c'est vrai, c'est fini tout ça. Je suis en sécurité maintenant. Ouais. Mais c'est sûr que c'est vraiment resté ça m'a marqué, c'est certain. Et puis, je repensais à des trucs. On organisait des festivals de revues à Lyon, dans les universités, juste après. Puis la question, c'est est-ce qu'on est en sécurité dans une salle d'université? Est-ce qu'on a bien raison de continuer à faire des événements intellectuels? Il y avait même des cas où c'était des événements qui défendaient le droit des femmes musulmanes à porter le foulard, qui recevaient des menaces. Il y avait vraiment un sentiment de danger comme j'en ai jamais connu ici, de menaces comme j'en ai jamais connu ici. Mais en même temps, c'était des lieux de résistance. Moi, je me souviens de ce festival La Revue, là, où on avait d'ailleurs fait un spécial sur les revues québécoises. C'était à Lyon, juste après les attentats de novembre. Il y avait plusieurs Québécois qui étaient venus là-bas. Puis c'était vraiment, on avait le sentiment de résister à la violence en se réunissant entre intellectuels, créateurs, artistes, gens de théâtre, tout ça, parce qu'il y avait même des acteurs qui jouaient des textes de revue. Là. Donc, il y avait le pire et le meilleur, mettons. Comme si la littérature vous offrait une sorte d'abri. Oui, absolument, absolument. Vous racontez aussi, dans 12 ans en France, que, bon, d'abord, vous êtes devenue forcément immigrante parce que vous partez du Québec. Bien sûr. Vous établissez là-bas. D'ailleurs, vous allez vous marier, vous allez avoir un enfant et un garçon. Et vous découvrez également, ou en tout cas vous le vivez comme ça, vous êtes non seulement une immigrante, mais tout à coup arrivent des étiquettes dont vous dites que vous ne les aviez jamais vraiment, disons, acceptées. En tout cas, vous pourrez m'expliquer, mais là, tout à coup, vous êtes une Arabe, vous êtes, à cause de votre nom, vous êtes une racisée, une expression maintenant, parce que vous débarquez en France. Il y a un contexte de grande tension et donc ça, c'est déjà un peu marquant, ce sentiment d'être non seulement une nouvelle arrivante, mais en plus associée ou étiquetée avec cette identité à laquelle vous vous identifiez, mais en partie seulement. Ben, disons que je pense que ça avait déjà dû me passer par la tête, là, le fait que j'avais ces origines-là aussi, là, de tunisienne du côté de mon père. Ouais. Mais on a vraiment, ma sœur et moi, été élevés à la québécoise et peut-être à la française aussi, mais on parle pas arabe, on n'est pas musulman chez nous. Mon père, pour lui, de la génération, est arrivé au Québec en 68. Pour lui, c'était la génération de l'intégration, de participer à la vie québécoise, comprendre la littérature québécoise, la culture québécoise, la politique québécoise. Il était pour le oui. Et c'était un fan du Baraquin, de Gaston Miron. Il m'a fait découvrir tout ça. Donc, vous voyez, de Robert Charlebois, d'Yvon Deschamps, de Clémence Desrochers. Et du Brassens. Et après, ben, c'est ça. À côté de ça, il y avait Julien Clerc, dont j'étais convaincue qu'il était arabe, parce que je trouvais qu'il ressemblait à mon père puis qu'il avait l'accent français. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, tout ça pour dire que disons que c'est pas que je me voyais pas du tout comme arabe, c'est que je m'étais jamais vraiment posé la question. Dans ma tête, j'étais québécoise, puis dans la définition de être québécoise, il y avait les gens comme moi. Voilà. Tout simplement. Ouais. Et là, j'arrive là-bas et le fait d'être québécoise représentait une sorte de complexité déjà parce que les rapports Québec-France, nos cousins de France, comme disait Hubert Aquin dans un texte très drôle, c'est pas simple. C'est pas simple d'un côté comme de l'autre. Et en plus, cette haine de ceux que Sarkozy appelle les gens d'apparence musulmane. Il faut quand même le faire. Un président de la République qui parle comme ça veut dire les Arabes, parce que, évidemment, on oublie tout le temps que les Arabes constituent quoi, un tiers ou un quart de la population musulmane mondiale. C'est ça, n'est pas... Alors, et beaucoup d'Arabes ne sont pas musulmans, beaucoup de musulmans ne sont pas arabes, et puis peut-être il n'y a aucun souci à être musulman, c'est pas ça que je veux dire, mais il se trouve que le raccourci veut dire ce qu'il veut dire. Et on donc, met tout le monde dans le même panier. C'est ça, puis en plus, il y a toujours le terroriste et intégriste et salafiste et machin, pas loin, là, qui vient avec en sourdine là, quand on parle de cette façon-là. Et donc, je découvre toute cette haine pour les gens d'apparence musulmane, donc les gens comme moi, et là, j'étais complètement sonnée. Je veux dire, j'avais déjà bien entendu dans quelques soirées péquistes chez ma mère des discours sur les Arabes qui m'avaient un peu heurté. Oui, ça existe. J'en avais entendu, mais c'était pas élevé au rang de discours national par les aspirants dirigeants ou par les dirigeants de l'État. Ça s'était pas encore rendu là. Malheureusement, c'est en train d'arriver. Ouais. Ça a commencé à arriver depuis que je suis revenue, ou peut-être même un peu avant, mais bref. Donc, c'est sûr que c'était vraiment un choc pour moi. Puis tout le discours sur les immigrés dont il fallait se méfier, puis qui devaient montrer patte blanche. Puis, en tout cas, ça a vraiment été... je l'ai vécu comme quelque chose d'extrêmement violent. Et quand j'ai écrit 12 ans en France, moi, ce que je voulais, c'était montrer aux Québécois ce que ça faisait quand une des leurs se faisait
traitées comme ça. En tout cas, quand une des leurs se retrouvait exilée, voici ce que c'est que de vivre dans un autre pays puis d'être l'étranger. Et là, ce qui est très curieux en même temps, c'est que vous racontez, toujours dans 12 ans en France, paru chez VLB, vous racontez que quand vous revenez au Québec, après les 12 ans, là, soudain, bien des gens vous considèrent comme une nouvelle arrivante, une femme, et j'emploie les guillemets, là, issue de la diversité. Oui, il y a même quelqu'un qui vous dit que s'il vous inclut dans sa demande de subvention au Conseil des arts, il va gagner des points. Et là, vous écrivez, dans ce nouveau chez moi que je découvre, on doit parler de sa propre identité depuis sa propre place et de sa propre culture, mais surtout pas de celle des autres. Hein? On a presque l'impression que chacun est désormais assigné à résidence, à demeure dans son identité. Oui. Et bien sûr, en revenant, vous venez de le dire, hein, vous avez entendu aussi les mêmes discours inquiets sur l'immigration, mais pas seulement inquiets, parfois intolérants. Comment vous expliquez le changement qui s'est produit au Québec qui fait que soudain, la question identitaire devient centrale, et pas seulement la question de l'identité de la majorité, mais aussi la question de l'identité des minorités. C'est comme si chacun se promenait avec sa carte d'identité. Voici qui je suis, d'où je parle, en fonction de quel horizon, etc. Ben, ce qui est très curieux, j'ai l'impression que malheureusement, c'est une tendance mondiale, puis que on a, j'allais dire, la chance au Québec d'être en retard sur ces tendances-là, donc on les a un peu plus tard, peut-être. C'est difficile à dire. Je suis en train de lire votre livre qui parle magnifiquement du 11 septembre, puis je me demande s'il n'y a pas une partie des réponses là. Je suis en plein milieu, j'adore ça d'ailleurs, en passant. Merci. Et je pense qu'il y a peut-être des éléments de réponse là, vraiment. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tellement été choquée par les attentats que j'ai connus en France que j'avais un peu oublié le 11 septembre. Il y a peut-être une espèce de suite logique dans tout ça, là, dans le progrès que ces idées-là ont fait. Mais ce qui est certain, ce qui est très curieux avec ces histoires d'identité, c'est que la définition de l'identité est strictement limitée à des marqueurs ethniques ou à des marqueurs culturels. C'est une espèce de manière polie de dire race en faisant semblant de ne pas parler de race. Alors que l'identité ne se limite pas à ça. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand on en a 2 cultures? Moi, j'en ai 2, et peut-être même 3, 4, parce que là, j'ai découvert récemment que j'avais une ancêtre autochtone du côté de ma grand-mère, j'ai des ancêtres bretons, j'ai des ancêtres gaspésiens, j'ai des ancêtres saguenayens, j'ai des ancêtres tunisiens. Donc, c'est laquelle, mon identité? Évidemment, tout le monde va choisir l'arabe, hein, c'est la plus évidente. J'ai ce nom de famille-là, puis c'est bien pratique parce que c'est un bon bouc émissaire, les Arabes, maintenant, de nos jours, dans les pays comme le nôtre, hein, les pays bien occidentaux. Donc, ce qui me gêne profondément dans cette histoire d'obsession pour l'identité, c'est qu'elle est limitée à des fantasmes raciaux qui ne disent pas leur nom, alors que l'identité d'une personne, oui, elle peut être marquée par ce qu'on appelle, en prenant des pincettes, sa culture, mais bon, déjà, il y a peut-être de plus en plus de gens qui ont des cultures, si on veut se limiter à ça, aux marqueurs ethniques. Mais en plus, il y a les pays où on a vécu, les pays qu'on a traversés, les trucs qu'on a lus, les gens qu'on a croisés. Je veux dire, moi, les sensibilités qu'on a, les passions. Bien sûr. Puis moi, je pense que je suis vraiment beaucoup plus française que je suis arabe pour avoir vécu 12 ans là-bas, avoir fréquenté des gens là-bas, m'être d'une certaine manière enracinée là-bas. J'ai passé beaucoup de temps avec des familles roms de Roumanie. Je pense que j'ai appris à leur contact des manières de voir le monde que j'aurais jamais découvertes ailleurs, qui sont inscrites nulle part dans toutes mes ethnies, là. Donc, je pense que ce qui me choque beaucoup, c'est ça. Et puis donc, par rapport à mon retour, c'est d'avoir été mise dans une espèce de case de la racisée ou de l'issue des diversités, dans laquelle je me reconnais pas du tout, dans laquelle je connais beaucoup de gens issus des diversités qui se reconnaissent pas. Oui, parce qu'au fond, c'est comme si on vous demandait, ou implicitement, on s'attendait à ce que vous deveniez une sorte de porte-parole, de porte-étendard. C'est ça. Porte-étendard des Arabes du Québec, alors que je parle pas un mot d'arabe et que je n'ai d'arabe que le nom et le nez. Donc, en plus, qu'est-ce qui arrive quand la culture ou l'identité qu'on vous impose n'est pas la bonne? Donc, après, je comprends que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu voix au chapitre depuis des années au Québec, qui est temps de leur laisser la place, qui est le temps qu'on entende d'autres voix que toujours les mêmes. Moi-même, ça a pris beaucoup de temps avant que j'aie accès aux tribunes. Ça a été des années de boulot. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein, là, je trahis mon âge. Mais il n'y avait pas tout ça, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis bien d'accord qu'il faut
peut-être que les tribunes qu'on accorde soient plus représentatives de la diversité de notre société, mais la diversité, elle inclut les Québécois de souche. Ben moi, c'est une des choses, Milka, que j'ai trouvé le plus passionnante dans le fameux texte qui va être joué au théâtre et qui va devenir un essai. Là. Alors, on va le répéter encore. Hein? Donc, Baldwin, Styron et moi, dans ce texte-là, vous dites le mot de diversité ne devrait-il pas plutôt s'appliquer à cette société que nous formons, tous, hein? C'est-à-dire, ne devrait-il pas désigner ce nous tous dans toutes ces différences? Parce qu'au fond, c'est vrai, je ne l'avais jamais remarqué, mais quand on dit de quelqu'un qu'il est issu de la diversité, ce qu'on fait d'emblée, c'est qu'on élimine une majorité. Ou enfin, un groupe important. Alors, il y a un groupe important qui n'est pas divers, qui est comme une sorte de bloc monolithique. Oui. Et d'une certaine manière, et au fond, on se trouve à jouer ou à reconduire une norme. En disant, voici ceux qui ne sont pas dans la diversité, ce sont ce groupe qui peut être plus ou moins majoritaire selon les sociétés. Au Québec, bon, tu sais, les descendants de Canadiens français catholiques forment, je ne sais pas encore, peut-être 75% de la population, mais ces gens-là font partie de la diversité. Ben oui. En même temps, je pensais à une intervention de Fred Savard récemment qui se demandait si le mot diversité n'était pas en train de devenir galvaudé. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec lui. Est-ce que ça vaut encore la peine d'utiliser ce mot-là ou c'est un mot qui est devenu une sorte de mot valise auquel on fait porter un peu, au fond, dont on se sert pour gagner ceci ou... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce mot-là? Comment on pense? Déjà, il faudrait repenser sa définition. Déjà, issu de la diversité, qu'est-ce que ça veut dire? La diversité a fabriqué de la diversité? Donc, c'est qui la personne issue de la diversité? Là, ça pourrait marcher pour moi parce que j'ai plusieurs origines en même temps, mais ça me rappelle quand je suis arrivée en France en 2005, j'étais invitée à un festival. Là, c'est tous les malentendus de la personne qui arrive. Le festival s'appelle le Festival de la Plume Noire. Et là, je suis invitée là avec 2 autres auteurs québécois, Maxime-Olivier Moutier et Éric Dupont. Et tout de suite, je pense que c'est un festival lié au polar. Un des romans que j'avais publié était lié au polar. Non, en fait, mais la plume noire, c'était pas ça, en fait. Non. C'est les plumes des pays d'Afrique. Et en fait, c'est un salon des littératures francophones. Donc, je fais littérature francophone, ça veut dire tous les pays qui parlent français, y compris la France. Non, la francophonie, c'est tous ceux qui parlent français et qui ne sont pas la France. Donc, il y a la France et les francophonies. Et donc, les Québécois, nous, on faisait partie des sortes de colonies, des satellites autour du mothership français. Ouais. Et donc, la diversité, la manière dont on emploie la diversité procède des espèces de mêmes trucs ethnocentristes, ou je sais pas comment le nommer, où la diversité, c'est les autres, puis la norme fait pas partie de la diversité, donc ça veut plus rien dire à ce moment-là, diversité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fonctionne pas. Donc, c'est des expressions polies pour dire les gens qui sont pas blancs. C'est ça. Ouais. C'est compliqué, là. Et par exemple, moi, je suis mariée avec un Français qui va faire paraître un livre en octobre. Pensez-vous, lui, il vient d'arriver au Québec. Il est au Québec depuis 4 ans. Nommons-le. Philippe Manvy, ça s'appelle... Ton pays sera mon pays. Chez le MEAC, le 13 octobre. Très hâte de lire ça. Je pense que c'est un très beau livre, mais je suis peut-être pas totalement objective, même si je sais quand même lire. Mais bon, donc bref, Philippe va faire paraître ce livre-là. Il est ici depuis 4 ans. Donc, à la littérature québécoise, il apporte beaucoup plus de différences que moi qui suis née ici puis qui ai baigné dedans toute ma vie. Pourtant, qui est-ce qui va être classé dans la diversité? C'est lui ou c'est moi, d'après vous? Poser la question. Pour dire Philippe Manvy, bien sûr, est blanc. Il aurait pu ne pas l'être. Il se trouve qu'il est blanc et qu'il est immigré de France, donc il ne fait pas partie de la diversité. Donc, vous voyez à quel point ça peut devenir absurde. Ou je ne sais pas, moi, est-ce qu'un écrivain allemand qui a immigré ici va être dans la diversité, alors qu'il apporte beaucoup plus de différence à la littérature québécoise que moi? Ou que Dany Laferrière ou que Stanley Péan. C'est vrai qu'on est dans un contexte où on a comme réduit à quelques traits essentiels. Bien sûr. Et donc après, c'est pas le mot lui-même qui me pose problème. Si on gardait sa complexité ou la richesse ou les doutes qui viennent avec un mot, comme celui-là dans sa définition réelle, j'en aurais pas de problème comme pour le terme racisé. Bon, déjà, moi, je trouve qu'on aurait dit racialisé parce que c'est racialized qui a été traduit par racisé. Donc, bon, ça, c'est mon côté obsessionnel. Le principe en sociologie est pas faux, même si je trouve qu'on devrait davantage le recouper avec la question des classes sociales, puis de la pauvreté, puis de la richesse. Mais bon, disons. Mais c'est devenu une manière, quand on dit, ben là, je vous ai invité parce qu'on veut un auteur racisé à ce panel, on sait bien ce que ça veut dire. Quand on m'invite, moi, comme auteur racisé, c'est pas comme si on invitait une Melika Abdelmoumen qui a fui les violences en Tunisie, qui trouve de peine et de misère un 1,5, qui maîtrise pas les codes du Québec, qui a pas d'études, puis qui a pas d'argent.
C'est ça, on évite. C'est pas la même chose. Ben non, c'est ça, absolument. Mais il y a comme une conception, au fond, assez bureaucratique, assez bête des différences. Puis bon, les institutions qui nous subventionnent, qui subventionnent les arts et la littérature, sont probablement bourrés de bonnes intentions, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de tâtonnements. Bon, évidemment, je connais des gens qui travaillent dans ces institutions-là, qui réfléchissent, qui se questionnent. Évidemment, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a quand même des absurdités qui ont lieu à cause de ces cases-là, que parfois on applique pour se donner bonne conscience, pour pas avoir de problème. Mélika, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est aussi que on continue, au fond, de marquer une sorte de fossé. Bien sûr. Dans les institutions elles-mêmes, en créant des catégories qui font que il y a une majorité qui va être plus ou moins favorisée, ça dépend des situations. Il y a des minorités qui, en fonction d'un certain score, vont peut-être obtenir davantage. Enfin, ça reste à voir, mais tout ça continue de marquer des frontières. Ben oui, puis disons que le problème, c'est que les quotas, les fameux quotas là, qui ont été créés, je pense, dans les années 80, étaient censés être une mesure transitoire jusqu'à ce que ça ne soit plus nécessaire et que ça aille de soi que le fait de s'appeler Abdelmoumen t'empêche pas d'avoir une bourse ou le fait de s'appeler Nguyen ou le fait d'avoir la peau noire. Et en 40 ans plus tard, ils sont toujours là. Donc, est-ce que ça veut pas dire qu'il y a d'autres efforts à faire à un autre endroit puis d'autres questions à se poser que de dire t'es racisé parce que tu t'appelles Abdelmoumen ou... Et de s'attendre aussi peut-être à ce que une personne qui s'appelle Abdelmoumen ne puisse pas ou n'ait pas la légitimité pour parler d'une question aussi générale que celle de l'État du Québec. Bien sûr. Comme si on s'attend à ce qu'une personne... Il faut que je parle de sujet abdelmoumenien, là. Voilà, c'est ça. Au sens... Parlons justement de sujet abdelmoumenien, si vous le voulez bien, Mélika. Bon, dans votre livre « 12 ans en France », vous parlez de la rencontre avec les Roms. Hein, vous en avez parlé, vous avez évoqué ça tout à l'heure, dans un bidonville de Lyon. Vous avez des phrases magnifiques. Hein, on ne sait pas ce que c'est que la boue tant qu'on n'a pas marché dans un bidonville un jour de pluie. Hein, et c'est des phrases qui nous font voir tout de suite la misère. Et c'est, je pense, des gens avec qui, dont une femme en particulier, je crois qu'elle s'appelle Victoria. Elle s'appelle Viorica dans le livre, mais son vrai nom, c'est Vandana. Ah, d'accord. Mais j'ai le droit de dire son vrai nom. À l'époque où j'ai écrit le livre, elle était dans une situation où ça la mettait peut-être en danger que je dise son vrai nom, mais là, maintenant, ça va mieux. Alors, c'est pas Viorica, c'est... Donc, c'est Viorica, son nom dans le livre, mais son vrai nom, c'est Vandana. Vandana. Oui. Et c'est aussi durant ces années en France que vous faites la découverte de l'écrivain afro-américain James Baldwin. Oui. Et si j'ai bien compris, c'est dans une espèce de club de lecture avec des expatriés. Oui. Parlez-nous un peu de James Baldwin, dont vous dites que vous ne vous êtes toujours pas remise de sa rencontre. Bon, évidemment, c'est ça. C'est ce book club, le Lyon Book Club. Je pense qu'ils vont pouvoir avoir accès au balado. Donc, hi Lyon friends, I miss you guys. Ah, OK, c'est un club en anglais, là. C'est-à-dire que c'est des amis, tous des expats, sauf 2 ou 3, mais des Français qui avaient beaucoup voyagé, où on perdait notre anglais à force de vivre là-bas. Donc, on a créé le Lyon Book. Ah oui, parce qu'on le pratique jamais, parce que c'était vraiment, je perdais ma maîtrise de la langue anglaise, c'était catastrophique. Et donc, une copine germano-écossaise avait lancé ça, le Lyon Book Club. Donc, une fois par mois, on se réunissait, on était une quinzaine. On avait un livre au programme qu'on devait tous avoir lu et on passait la soirée à boire, à manger, à parler de littérature en anglais. On n'avait pas le droit de dire un mot de français. Les premières rencontres, je pense que ça devait faire 5 ou 6 ans que j'étais à Lyon. C'était impossible pour moi de parler spontanément en anglais. Je cherchais mes mots. C'était une catastrophe. Je l'ai retrouvé petit à petit. Je me suis fait des grands, grands amis. D'ailleurs, je salue Andrew, Nikki et toute la bande là, qui vont peut-être écouter cette émission. Et donc, un jour, c'était à moi de choisir le livre. C'était pendant le mois de l'histoire des Noirs. Je ne savais pas quoi faire. Je suis allée regarder et j'ai découvert ce monsieur. Il y avait sa photo. Je ne le connaissais pas. Donc, j'ai choisi un recueil de nouvelles qui s'appelle en français « Face à l'homme blanc ». Et j'ai lu Going to Meet the Man. Ouais. Et il y a 2 nouvelles qui m'ont marquée en particulier. Donc, une, c'est l'histoire d'un Afro-Américain, un artiste Afro-Américain qui vient de vivre 12 ans à Paris et qui s'apprête à rentrer aux États-Unis et qui est témoin d'un incident raciste envers un Tunisien. Et qui parle du fait que les Arabes en France sont les Noirs, sont l'équivalent des Noirs aux États-Unis. Oui. Donc, il y a toute ça m'avait complètement, dès les 12 ans en France, le personnage tunisien, ça m'avait comme saisi. Et la nouvelle la plus célèbre, James Baldwin se met dans la peau d'un policier raciste blanc et essaie d'expliquer les sources de son racisme. Et en fait, quand il était enfant,
ce petit garçon-là, ses parents l'ont amené à un lynchage comme avec des lunchs pour faire comme un pique-nique en regardant un homme noir se faire lyncher, puis ça a traumatisé ce garçon-là, puis qui a fini par intégrer ça et par devenir un policier raciste. Et c'est super intéressant, puis ça m'avait frappé parce qu'il se mettait dans la peau de l'autre arabe, de l'autre hétérosexuel, parce que Baldwin était homosexuel et très ardent défenseur des droits des homosexuels, dans la peau d'une femme blanche qui sortait avec un homme noir, et donc dans la peau d'un raciste. Il se mettait dans la peau de quelqu'un qu'il n'aurait jamais considéré comme un humain pour le montrer comme humain. Mais est-ce que dans cette nouvelle, évidemment, j'imagine qu'il ne justifie pas le racisme du personnage, mais est-ce qu'il essaie de le comprendre? Ben, il essaie, oui, puis c'est extraordinaire parce que le personnage qui s'appelle Jesse il y a des propos justement sur les Noirs et des pensées sur les Noirs qui vivent dans des sortes de ghettos qui sont des trucs classiques, mais on comprend qu'il y a de la peur aussi là-dedans, parce que si un jour tous ces gens-là décidaient qu'ils arrêtaient d'avoir peur des Blancs puis de se révolter à la place, les Blancs seraient bien emmerdés. Donc oui, il se met à sa place, puis en fait, il va débusquer l'humanité derrière le raciste. Ce que le raciste ferait jamais pour lui, James Baldwin. Donc c'est ça qui est fabuleux. Donc ça m'avait... Et donc là, j'ai commencé à m'acheter, je me suis acheté, c'est ma Bible, hein, je l'ai encore sur ma table de chevet, mais ces essais réunis par Toni Morrison dans la Library of America. J'ai lu tous ses romans, tout ce qui tombe de lui, tous les nouveaux trucs qui sortent, je les lis. Je vis avec lui, il y a toujours des nouvelles affaires à découvrir de toute façon. Et il y a eu le fabuleux film de Raoul Peck, I Am Not Your Negro, qui est, je pense, en 2016, si je me rappelle bien. J'étais encore en France à l'époque. Je pense que oui. Mais qui était aussi une œuvre majeure. Donc il m'habite depuis 2015, je pense. C'est en 2015 que ça s'est passé, tout ça. Juste après les attentats de Charlie Hebdo. Il y a des phrases magnifiques que vous citez, hein, dont celle où il dit c'est Baldwin qui parle, on peut passer des années à croire qu'on vit une peine sans précédent dans l'histoire de l'humanité, à se rouler dans cette douleur, à croire qu'on va en mourir, jusqu'au jour où l'on ouvre un livre et soudain, on cesse d'être seul. Ouais. C'est magnifique. C'est comme la littérature qui devient une sorte de compagne d'infortune. Et l'autre truc important que ça dit, en tout cas, pour connaître l'œuvre de Baldwin, je ne sais pas si c'est juste moi qui la projette dans cette phrase parce que j'ai lu tout le reste de son travail, mais c'est aussi de dire que on peut comprendre l'autre par la littérature, donc en la lisant, mais en l'écrivant aussi. Donc la barrière où c'est chacun pour soi, puis chacun parle de son identité, puis chacun lit sur son identité, puis c'est comme ça que ça marche. Il pulvérise ça. Baldwin, il l'a même pulvérisé avec le sujet central du texte qui va être joué au Katsu, qui est son amitié avec William Styron, donc l'auteur du Choix de Sophie, qui était homme blanc du sud des États-Unis, descendant d'esclavagistes. Sa grand-mère avait possédé des esclaves. Oui. Baldwin, sa grand-mère était une esclave. Et ces deux-là étaient de grands amis. Et Styron, qui était de parents assez libéraux, donc parents anti-ségrégation, tout ça, était complètement fasciné par l'histoire des Afro-Américains, comment on la lui enseignait pas à l'école, comment on le coupait de ça en tant que petit garçon blanc, il comprenait pas pourquoi. Puis un jour, il a découvert l'existence de Nat Turner, qui était une parenthèse dans un livre, qui est un esclave qui a mené une insurrection en 1831. Et Styron a été fasciné par ça, par le fait qu'on lui enseignait pas, par le fait qu'on reconnaissait pas ça non pas comme une histoire parallèle à la sienne et à celle des siens, mais comme la même histoire, c'est le même pays, c'est la même histoire. Oui. Lui-même avait pas pratiqué l'esclavage, mais il descendait de ça. Donc comment ça se fait qu'on prenait la responsabilité, parce que lui-même n'était pas directement responsable, mais il descendait de ça. Et donc, c'est une histoire commune. Et il a raconté ça à Baldwin lors d'un séjour qu'ils ont fait ensemble, parce que Baldwin a été hébergé chez Styron en 61 pendant 9 mois pour finir un livre. Et il a raconté ça à Baldwin, et Styron l'a convaincu d'écrire un livre sur Nat Turner au jeu, en se mettant dans la peau de Nat Turner. C'est Baldwin. C'est Baldwin qui lui a dit « Tu vas le faire au jeu ». Styron de se mettre vraiment dans la peau de Nat Turner. Tu vas écrire les confessions de Nat Turner, puis tu vas te mettre dans la peau et tu ne comprendras pas autrement ce que mon peuple et moi, on a vécu aux mains du tien, si tu n'essaies pas de te mettre à notre place, puis si tu considères pas que c'est notre histoire commune. C'est quelque chose. Ça, c'est une leçon de maître de littérature. Et donc, il l'a fait. Styron, il a d'abord eu le prix Pulitzer, et même un doctorat honorifique de l'université de Wilberforce, qui est la première université américaine gérée et dirigée par des Afro-Américains. Donc, ils lui ont remis un doctorat à Styron. Mais aussi, il y a eu un tollé et on l'a accusé d'appropriation. Oui, bien c'est ça. C'est que... Alors, en 68, tout ça se passe. En 68, on est vraiment dans les années
des grandes luttes pour les droits civils, etc. Oui. Mais c'est vrai que ça m'a frappé parce qu'on voit des échos de certaines histoires qu'on a connues ici au Québec il n'y a pas si longtemps, dont la controverse autour du spectacle slave. Quand, alors je crois que c'est 10 auteurs afro-américains qui publient un livre en réponse aux confessions de Nat Turner de Styron. William Styron's Nat Turner, 10 Black Writers Respond. Donc, le Nat Turner de William Styron. Donc, on met bien en évidence que c'est le Nat Turner que Styron a inventé. Et 10 écrivains noirs répondent. Et alors là, on condamne Styron parce qu'il s'est approprié une histoire qui n'était pas la sienne, d'avoir reproduit des stéréotypes à propos des hommes noirs, d'avoir fait vivre aussi à Nat Turner une aventure homosexuelle, ça dérange, d'avoir aussi, et même quelqu'un qui dit au fond, votre Nat Turner, c'est une sorte d'homme blanc avec un blackface. Hein? Bon, autrement dit... Un Hamlet intellectuel en blackface. Oui, OK, alors... c'est raide. Et vous dites il y a une chose que vous dites à propos de cette histoire-là, on se rend compte qu'on n'a rien inventé, d'abord. Absolument, oui. Que nos crispations très actuelles, je vous cite, sont en vérité anciennes. Vous dites aussi, tout ça fait et devrait faire partie de la littérature, des discussions autour de la littérature, donc ça fait partie de l'histoire littéraire, mais bon, on ne peut pas s'empêcher, en lisant ça, de faire un parallèle avec la controverse slave. Oui. Vous en voyez un? Comment vous voyez le parallèle? Oui, il y en a plein. Ce qui est intéressant avec l'histoire de Nat Turner, c'est qu'il y a eu les 10 Black Writers qui ont répondu. Par contre, on peut penser que la vie leur donne raison dans la mesure où leur livre est devenu aujourd'hui introuvable, alors qu'on parle toujours beaucoup de Styron. Les 10 Black Writers Respond que j'ai lu, mais ça m'a tout pris pour trouver le livre, puis pour leur donner la parole, parce que je cite des extraits de leur livre, puis je tiens à les nommer, parce qu'ils avaient absolument le droit de réagir au livre de Styron, et Styron lui-même le disait, quand tu commets un livre, t'assumes les réactions, t'assumes de répondre aux réactions. Et il y a aussi Ossie Davis, le grand comédien et activiste qui a débattu avec Styron en continuant à dire il avait tous les droits d'écrire ce livre, mais voici pourquoi je m'y objecte. Donc, il y a eu des débats autour de ça. C'est ça dont je dis que ça devrait faire partie de la littérature, qu'on puisse débattre, qu'on puisse ne pas être d'accord. Ou comme disait Baldwin, il disait ils ont tous les deux raison, Styron et Ossie Davis. En fait, c'est ça. Vous dans le spectacle Styron, Baldwin et moi, vous racontez cette discussion extraordinaire que moi, je suis allé écouter. J'ai pas pu m'empêcher de l'écouter sur YouTube, je crois. On la retrouve un peu partout. Oui, c'est facile à trouver. C'est audio, hein? Il n'y a pas de captation vidéo, mais audio. Et d'ailleurs, Baldwin a une voix extraordinaire, un accent magnifique. Et c'est très, très drôle parce que il parvient à réunir un William Styron en face d'Ossie Davis. Ossie Davis qui est un écrivain, lui aussi, n'est-ce pas? Acteur? Peut-être qu'il a écrit, c'est possible. Ah oui, parce que c'était une controverse liée au cinéma. Parce qu'on était censé faire une adaptation au cinéma des Confessions de Nat Turner de Styron, et c'est contre ça que Ossie Davis en avait, plus que contre le livre lui-même. Donc Ossie Davis veut marquer son opposition à l'adaptation cinématographique. Styron n'a pas envie d'être là, c'est clair. Ossie Davis, il y est. Puis en même temps, ce qui est magnifique dans cette... Alors, je cite Baldwin qui dit « Bill va débattre avec Ossie ». Alors, il les appelle vraiment... c'est ses amis. Hein. Bill va débattre avec Ossie, mais voici ce qui compte. Ils ont tous les deux raison. Et là, c'est un moment extraordinaire parce que... la vérité, c'est comme si, déjà, Baldwin nous disait la vérité se trouve dans une sorte d'entre-deux ou sur un fil tendu entre... C'est ça. Puis il faut assumer l'inconfort d'être sur le fil en littérature, d'après moi, puis de douter. Et ce qui s'est passé, ce qui est très drôle par rapport à Robert Lepage, moi, j'ai vu ni Slave ni Kanata, mais j'ai une anecdote quand même rigolote à raconter sur Robert Lepage. Quand je vivais à Lyon, il a fait un spectacle qui s'appelait Le Projet Anderson. Qui a été joué dans un petit théâtre très bourge, le Théâtre des Célestins à Lyon. Et je suis allée assister à ce spectacle-là avec mon chum, avec Philippe Manvie, qui va sortir un livre chez le MEAC le 13 octobre. Salut Philippe! Et donc, on va voir le projet Anderson. Moi, j'avais beaucoup aimé Lepage dans le temps des plaques tectoniques. J'avais beaucoup aimé No, le confessionnal. J'avais rien contre Lepage, vraiment rien. Très excitée de voir un spectacle de lui dans ma ville d'adoption. Enfin, un compatriote qui venait qui était reconnu et compagnie. Et là, ça s'est super mal passé pour moi parce que dans son
je me rappelle très peu de la pièce, mais je me rappelle qu'il y avait un personnage de Québécois qui faisait rire les bourgeois français de Lyon dans la salle. Et je me souviens de m'être dit que Lepage nous donnait en pâture pour se faire ami avec les Français, puis qu'il nous présentait un cliché du Québécois pour les faire rigoler en sacrant ou en parlant de la neige. Après, des gens m'ont dit qu'ils avaient comme pas vu ça dans les représentations à Montréal ou ailleurs, mais en même temps, je pense... moi, je me souviens pas de ça à Montréal, mais peut-être après, Lepage, on sait que ces spectacles évoluent au fil des représentations des villes et des contextes, ce qui est très correct, là, mais donc ça se peut que ce soit ça se peut que ce soit tout dans ma tête, mais mon compagnon m'assure que je n'étais pas complètement dans les patates, là, puis que oui, il y avait bien une espèce de complicité pour rire des Québécois entre lui, en train de jouer ce rôle-là, et le public, mais j'avais été vexée, là. Mais vexée, j'étais sortie tout le long du trajet à pied, je gueulais, mon mari avait honte, il était comme, mon Dieu. Et bon, à ce jour, je sais pas dans quelle mesure j'étais trop susceptible, dans quelle mesure ça parlait autant de moi que de lui, ma lecture de son spectacle, les rires des Français dans la salle qui riaient du Québécois sur scène, dans quelle mesure... Je pense que ça peut jouer, de voir des gens autour de soi rire. C'est compliqué, puis de lui qui laissait faire ça, parce que je pense que j'aurais voulu qu'il s'arrête en plein milieu puis qu'il dise « Hey, ça va faire... » Ça suffit, les Français, puis évidemment, il n'a pas fait ça. Et donc, tout ça pour dire que quand il y a eu la controverse autour de Slav et de Kanata, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que je me disais, tous les Québécois de souche qui sont fâchés contre les gens, en guillemets, racisés, qui trouvent qu'ils sont mal représentés, je me demande comment ils l'auraient pris de se retrouver dans une salle pleine de bourgeois lyonnais qui rient des Québécois avec Robert Lepage. Bref. Est-ce qu'il n'y a pas... mais... Là, je vous réponds par biais. Je prends un détour, mais en fait, j'ai pas vraiment d'opinion dans le sens où, pour moi, rien ne devrait être interdit sauf l'appel à la haine et au meurtre ou à la discrimination raciale. Et donc, dans ce cas-là, ça s'applique non pas à de la fiction, mais à des œuvres autobiographiques ou à des... Ce que je veux dire, c'est que l'appel à la haine ou à la discrimination raciale, c'est condamné par la loi dans un texte qui n'est pas une fiction ou une mise en scène. C'est-à-dire qu'on peut mettre en scène un personnage raciste, ça ne veut pas dire qu'on le défend. Oui, absolument. C'est ça l'histoire. Là, je parle de pamphlets, d'essais, et on n'a pas absolument de besoin, dans un texte de fiction, de condamner le personnage pour se racheter. Comme à l'époque où Flaubert écrit son Madame Bovary et qu'on lui reprochait justement de ne pas condamner explicitement Emma pour ses infidélités. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait en plus, peut-être qu'il la condamnait pas dans le secret de son cœur. Hein? Il a même dit Madame Bovary, c'est moi. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Puis de toute façon, ces personnages-là, monstrueux... Bon, il y a un côté, peut-être, oui, ils peuvent servir une espèce de cause morale de la part de l'auteur, mais ils peuvent être aussi là pour nous divertir, puis nous instruire et nous faire vivre pitié, terreur et effroi, la bonne vieille catharsis. Ben oui, bien sûr. Hein? Mais c'est ça aussi. Mais bref, tout pour revenir à Slav et Kanata, j'arrive pas, je suis comme Baldwin, j'arrive pas à trancher. Est-ce qu'au fond, c'est pas justement dans cette fameuse phrase de Baldwin que j'ai citée tout à l'heure, ils ont tous les deux raison. Oui. Est-ce que c'est pas dans cette phrase-là que se trouve la clé qui nous permet de déverrouiller ce débat qui, au fond, n'a pas tant eu lieu que ça. Hein? Ça s'est beaucoup fait par médias interposés, par chroniqueurs, par... Il y a eu beaucoup de cris et de silence, de dire, au fond, à la fois, Robert Lepage a le droit de faire ce qu'il veut faire sur une scène. Mais il peut se gourer. Il peut se gourer d'abord, mais en plus, les gens qui n'aiment pas ça ont le droit de le dire. Oui, puis ont le droit de le critiquer, puis ont le droit de lui dire ça n'a pas de sens ce que tu as fait, on se reconnaît pas là-dedans, ou c'est n'importe quoi. Ceci dit, il faut pas oublier que dans cette histoire-là de Slav, ceux qui ont vraiment appliqué la censure, c'est les responsables du fameux festival qui ont dit... Bien sûr, c'est pas les personnes qui se sont plaintes de la représentation. Voilà, absolument, il faut le rappeler, c'est important. Oui, parce qu'au fond, la censure était économique ici. Exactement. C'est-à-dire, ça, c'est pour moi l'élément qui était très scandaleux et qui n'a jamais été vraiment nommé. C'est qu'au fond, pour ne pas perdre d'argent ou ne pas ternir l'image d'un festival qui était le Festival de jazz de Montréal, on a dit, on retire le spectacle. Et à ce moment-là, non seulement... alors, d'abord, ça crée aussi une forme de polarisation. Bien sûr. Il y a des gens qui ont dit on va aller voir Slav juste parce que ça a été retiré. Il y a des gens qui peut-être voulaient y aller et s'en faire une idée. Et puis il y a ceux qui protestaient et qui peut-être ne demandaient rien d'autre que d'être entendus, je ne sais pas. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, est-ce que... Ça m'amène un peu à la dernière question, Mélika,
vous faites beaucoup de chroniques, des belles chroniques dans Le Devoir depuis quelques temps. Et très souvent, vous plaidez pour la nécessité de la nuance, de l'écoute, du dialogue. Et est-ce que vous êtes inquiète de l'état actuel de la discussion publique? Je sais pas. C'est-à-dire que je me dis souvent que je vais voir après ce spectacle ce qui va se passer. Modestement, il n'y aura pas 12 000 personnes par soir, bien sûr. C'est pas les Rolling Stones non plus, là. Mais c'est-à-dire que je garde espoir. J'ai écrit ce texte-là qui va devenir un livre parce que je garde espoir que ces discussions puissent encore avoir lieu. Après, on va voir. Mais je suis pas certaine... Les réseaux sociaux, c'est compliqué parce que j'ai été à la fois étonnée de voir les lieux de solidarité qu'il pouvait y avoir quand on cherchait des vêtements pour des enfants roms, quand on voulait organiser des trucs quand je vivais en France. Les réseaux sociaux ont été le lieu de ça, le lieu où j'ai commencé un blog pour sensibiliser des gens, où plein de gens sont venus vers moi pour m'aider à les aider ou pour s'engager de leur côté. Donc, il y a ce côté-là aussi, puis il y a aussi le côté qu'on connaît peut-être plus depuis quelque temps, en tout cas que je connais plus, moi, depuis quelque temps, qui est le côté virulent, instantané, de la pensée rapide, des réactions épidermiques. Puis c'est très drôle parce que ça m'est arrivé d'avoir des grosses querelles avec des collègues sur Facebook, puis de les voir en personne après, puis d'être obligé de se parler les yeux dans les yeux. C'est autre chose. Oui, parce qu'on ne peut pas partir. On ne peut pas d'un seul clic. C'est ça. Et là, on a la personne humaine en face de nous. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe en nous qui fait que le dialogue est différent. Et je pense que c'est pareil avec les livres. Le temps de la lecture n'est pas le même que le temps de la lecture d'un statut Facebook. Donc, on est obligé de se poser, même si on peut rester en total désaccord jusqu'à la fin du livre. Moi, il y a des gens avec qui je serai toujours en désaccord. Je veux dire, j'ai eu quelques échanges avec Mathieu Bock-Côté. On a essayé de discuter, mais il n'y a rien à faire. On ne sera jamais d'accord. Point. Mais jamais je vais empêcher que ces livres soient lus ou publiés ou défendus, mais je vais dire ce que j'en pense de mon côté. C'est ça. Au fond, on a le devoir de défendre ceux qui ne pensent pas comme nous. En tout cas, leur devoir de s'exprimer. C'est ça, de défendre leur droit à s'exprimer. Absolument. Tant, encore une fois, qu'il n'y a pas d'appel à la haine, au meurtre, et bon, toutes ces choses-là qui, Dieu merci, sont illégales encore aujourd'hui, mais absolument, oui. Vous dites d'ailleurs qu'il faut réapprendre à débattre les yeux dans les yeux. Hein, c'est une formule très belle dans votre spectacle. Pourquoi les yeux dans les yeux? Mais parce que tout à coup, il n'y a pas de faux fuyant. Tu sais, d'insulter quelqu'un en le regardant dans les yeux, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est un peu plus difficile que derrière son écran. Non, c'est ça, moi non plus, c'est pas mon genre, mais probablement parce qu'on peut pas vraiment on peut pas vraiment, à part dans un moment, je sais pas moi, de chicane de couple terrible ou de trucs d'intimité qui n'ont rien à voir avec des débats d'idées, là, peut-être. Mais c'est sûr que ça peut pas se passer de la même façon. Puis ce qui est fabuleux dans la discussion entre Ossie Davis et William Styron, c'est que le fait d'être en présence les oblige à considérer chacun l'humanité de l'autre. Puis ils ont des paroles magnifiques. Je veux dire, à un moment donné, Ossie Davis dit... vous aviez le droit d'écrire le livre. Bien sûr que vous pouvez vous mettre dans la peau d'un noir. Bien sûr que vous pouvez être empathique. Bien sûr. Mon problème, ce qui m'énerve, c'est que vous l'ayez écrit avant moi. Et comment ça se fait que vous l'avez écrit avant moi? Je sais bien qu'il y a des raisons sociales qui font que vous avez plus de chances que moi d'écrire un livre et de le publier. Mais un jour, vous serez obligé de lire ma version. Mais en attendant, bien sûr que vous avez le droit. Puis est-ce qu'elle fait pas un peu ça, Malika, dans Slave aussi? Peut-être. Pour revenir, c'est-à-dire une colère qui était pas tant... qui avait rapport à l'appropriation culturelle, certainement. Mais c'est peut-être une sorte de colère de dire... Comment ça se fait que c'est pas nous? C'est ça. Pourquoi nous, on raconte pas nos propres histoires? Cette histoire d'esclavage, de chant d'esclaves. Et surtout que dans le théâtre, ce qui est compliqué, c'est que, ce qui n'est pas le cas dans un livre, c'est que les rôles n'ont pas été donnés à des acteurs noirs et que là, il y aurait un problème de non-accès à l'emploi pour raison. Il y a cette question-là aussi qui se pose pas avec des personnages de papier, évidemment. Donc ça, il faut pas l'oublier, évidemment, qu'il y a cette question-là du fait que certains acteurs sont défavorisés dans leur accès à l'emploi à cause de la couleur de leur peau, de leur nom de famille, toutes ces questions-là. Donc, il y a ça aussi. Mais bien sûr qu'il y a cette histoire-là et aussi Davis le dit magnifiquement, il dit, mais nous aussi, on veut raconter nos histoires, mais il dit pas pour autant, vous n'avez pas le droit de les raconter. Et il dit même que c'est pas seulement leur histoire, c'est une histoire commune, comme le dit Baldwin. L'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire des descendants d'esclaves et l'histoire des descendants de propriétaires. Et non, aussi Davis dit quelque chose d'incroyable quand il dit à Baldwin, il lui dit, il est choqué, il dit, vous aviez le droit d'écrire... pas à Baldwin, je m'excuse, à Styron, pardon. Il avait le droit d'écrire ce livre, hein, dit-il, à propos de Styron, comme il le pensait, il le voulait, mais les conséquences de la publication d'un livre ne correspondent pas toujours aux intentions de son auteur.
Pourquoi ne l'ai-je pas créé moi-même si je l'aime tant, ce Nat Turner, dit Ossie Davis. D'une certaine façon, c'est ma faute. D'une autre façon, ça ne l'est pas. Et ça a rapport avec ma position dans cette société. C'est ça, tout est là. Tout est là. Moi, je pense que tout le monde devrait aller voir le spectacle, j'allais dire. Ben oui. Non, parce qu'en plus, moi, j'ai rien vu. Hein. C'est Jonathan Vartabédian, les comédiens et le compositeur Charles Papazov qui me font une surprise. Donc, je ne verrai rien avant la première de ce qu'ils auront fait de mon texte. Donc, ça va être fabuleux pour moi. Je vais le découvrir moi aussi. Mais l'entretien, là, si vous tapez Styron, Davis, Baldwin, radio, je sais pas quoi, vous allez tomber dessus facilement. Et c'est vraiment, je pense que tout le monde devrait écouter cet entretien-là parce que tout est là, toutes les clés sont là sur comment on pourrait faire pour se sortir de cette polarisation et de cette violence-là, pour essayer de continuer à débattre, même en ne devenant pas d'accord les uns avec les autres, parce qu'après tout, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est drôle, Mélika, parce que tout récemment, je suis tombé par hasard sur un dialogue entre le grand George Steiner et un type brillant, mais oublié aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Boutan, qui était un homme qui a eu un parcours politique un peu douteux, qui a flirté avec la droite. Bon, mais Boutan lui-même disait ceci, il remerciait Steiner d'avoir accepté de débattre avec quelqu'un comme lui à la télévision, en sachant bien que Steiner, lui, n'avait pas tant intérêt à s'asseoir avec lui. Il dit, alors Boutan dit, tout le monde n'a pas raison, mais il reste quelque chose à dire pour ceux qui ont tort. Et plus on est prêt à reconnaître que ceux qui ont tort ont quelque chose à dire, plus on peut reconnaître que la partie est gagnée. Ah ben oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est exactement ça. Je pense que c'est un superbe mot de la fin. Mélika, alors, merci. Merci Mathieu de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur. C'était un honneur partagé. Mélika, je rappelle que le spectacle, je vais essayer de le dire comme il faut pour la première. Alors, c'est Styron. Non, Baldwin, vous l'avez dit correctement depuis le début. Ah, zut. Alors voilà, fallait que j'y pense. Alors, Baldwin, Styron et moi. Donc, sera joué au Katsu. Les 27, 28 et 30 septembre prochains. Donc, c'est dans quelques jours. Oui, dans le cadre du Festival international de la littérature. Il ne faut pas oublier de le dire. Il ne faut pas que je pense à eux parce que c'est eux qui nous accueillent. Bon, si on ne peut pas voir le spectacle, surveillez la sortie du livre, un de ces quatre. Début 2022. Normalement, début 2022. C'est ça, Mémoire d'en crier. Merci, Mélika. Merci, Mathieu. Au revoir.